Je vais essayer de sélectionner ce qui peut être présenté sans transparence. Ça va être très difficile, donc il ne faudra absolument pas m'interrompre. Et il faudra que je puisse me concentrer et dire des choses très denses en peu de temps. Malheureusement, ça ne sera pas très joli parce qu'il n'y aura pas de belles photos, il n'y aura pas des partitions, il n'y aura pas tout ce qu'il faudrait, ça sera pour une autre fois. Bon. Donc là, je fais le service minimum, le service syndical minimum. Hein, voilà. Bon, alors, comme je l'ai dit, c'est un exposé qui a été présenté pour la première fois à Séoul, en Corée, en 2000, ensuite en 2002 à Marly-le-Roi, ensuite en 2004 aux Ouches. C'est ça que je voulais montrer, voilà. C'était la présentation de la conférence aux Ouches, à l'école d'été des Ouches, une école très prestigieuse, hein, qui a servi de modèle d'ailleurs aux, comment dirais-je, aux instituts d'études avancées de l'OTAN. Ils sont calqués là-dessus. C'est au pied du Mont Blanc, c'est très joli. Voilà. Ensuite, ça a été présenté à Kanazawa, au Japon, à Vancouver, en Tunisie, à l'Institut Weizmann, au Brésil, enfin un peu partout, et évidemment à Juchu à côté. Voilà. Alors maintenant, on peut se dire, quel rapport entre la musique et la science? Alors là, la réponse est donnée par Lichtenberg, c'est en anglais, je vais le traduire. Celui qui ne comprend rien d'autre que la chimie ne comprend pas vraiment la chimie non plus. Hein? D'où la nécessité d'avoir une culture générale pour bien maîtriser son propre domaine. Et la deuxième citation est de Lichnerovitch. La physique quantique et la théorie de la musique ont des racines communes qui remontent évidemment à Pythagore. Alors, les scientifiques qui ont été aussi des musiciens, alors ça commence par Pythagore au VIe siècle avant notre ère, qui était un scientifique, un philosophe et un musicien. C'est lui qui a créé la gamme diatonique, qui perdure d'ailleurs. Il a réussi à expliquer tous les anciens mots grecs, lydien, phrygien, dorien, hippolidien, hippophrygien, hippodorien, enfin tous les 6 mots grecs, qui ont d'ailleurs été récupérés par le chant grégorien. Enfin, 4 des 6 anciens mots grecs ont été récupérés par le chant grégorien qui les a doublés en rajoutant le si bémol. Voilà. Alors le chant grégorien est calqué sur le chant synagogal. Hein. Vous savez que les psaumes de David n'étaient pas parlés mais chantés. D'ailleurs, les anciennes langues étaient chantées. Le latin était chanté sur une gamme d'une octave. Les Italiens, encore aujourd'hui, chantent quand ils parlent. Hein. Les Chinois, aujourd'hui, chantent quand ils parlent. Il y a les tons. Hein. Si vous prononcez des mots en donnant les tons, il y a 4 tons en chinois, donc ça vous peut dire le contraire de ce que vous voulez dire. Donc, dans une langue restée traditionnelle comme le chinois, les tons sont restés. Le latin se chantait sur une quinte. Voilà, et les psaumes de David se chantaient. Et si vous voyez les textes originaux en hébreu, vous verrez des petits signes qui ont inspiré d'ailleurs les neumes de la musique grégorienne. Voilà. Donc, alors la musique grégorienne, bon, c'est inspiré du chant synagogal, mais sur le plan technique, elle a quand même récupéré 4 des 6 mots grecs, les a doublés en rajoutant le si bémol, et ça a été le plus français. Hein. Bon, donc le premier c'est Pythagore, au VIe siècle avant notre ère, qui a réussi à expliquer les anciens mots grecs en faisant des expériences sur des cordes vibrantes, hein, de longueurs différentes, et il a constitué la gamme naturelle, la gamme diatonique actuelle de 7 tons. Alors, c'est beaucoup plus tard, au XVIe siècle, Vincenzo Galilei, le père de l'astronome Galileo Galilei, qui a créé ce qu'on appelle la gamme tempérée. Alors, pourquoi la gamme tempérée? Parce que avant, c'était un chant monocorde. Enfin, je veux dire, les gens chantaient, une personne chantait, ou plusieurs personnes chantaient à l'unisson. Si vous allez à Saint-Pierre, au monastère de Saint-Pierre de Solesmes, vous voyez tous les moines chanter le chant grégorien à l'unisson. Alors que quand vous avez plusieurs orchestres, plusieurs chanteurs avec qui chantent des partitions différentes, mais en harmonie, vous direz ce que c'est que l'harmonie. À ce moment-là, si vous voulez faire la transposition, vous ne pouvez pas la faire sans créer des inharmonies. Hein. Par exemple, je peux chanter, je ne sais pas, un chant grégorien. Tiens. Mais je peux aussi, si je n'ai pas la bonne chanson, enfin bon, je passe au-dessus. Mais ça, on peut le faire pour une voix. Mais s'il y a plusieurs voix et plusieurs instruments, tout de suite, ça crée des dissonances. Bon, pour qu'on puisse permettre à la fois l'harmonie et la transposition, il faut que les notes
où les tons, les demi-tons soient d'intervalles égaux. Voilà, c'est pour ça que Vincenzo Galini a créé la gamme diatonique, ce qu'on appelle la gamme tempérée, qui a été popularisée par le piano bien tempéré de Bach. Mais c'est lui le fondateur. Voilà. Alors René Descartes, au XVIIe siècle, c'est un que vous connaissez, mais il a aussi écrit un petit bouquin sur la théorie de la musique. Léonard de Laire, au XVIIIe siècle, c'est un grand mathématicien allemand qui a produit un énorme traité sur la théorie de la musique. Vous voyez toutes les gammes possibles et imaginables, hein. Occidentale, orientale, c'est de la théorie mathématique pure. Alors Helmholtz, au XIXe siècle, vous voyez que plus on avance, lui c'est un physicien, c'est pas un mathématicien. Il a écrit un livre qui s'intitule, il s'est intéressé à l'effet des différents sons sur, comment dirais-je, l'organisme humain. C'est-à-dire, il a écrit un livre qui s'appelle en allemand, j'ai oublié le nom. C'est sûr, enfin, voilà. Il s'est intéressé aux relations entre l'acoustique et la physiologie, enfin la perception des sons. Alors maintenant, il y a, bon, tout ça, c'est des gens qui ont fait de la théorie de la musique. Hein. Pythagore, Galilée, Descartes, de Laire, Helmholtz, c'est des grands noms. Alors ensuite, je passe aux scientifiques qui, eux, étaient également musiciens. Einstein, comme vous le savez, jouait du violon. Pas très bien, mais enfin, il jouait quand même du violon. Feynman jouait était batteur. Alors Feynman, prix Nobel de physique, hein, c'est le fondateur de l'électrodynamique quantique. 2 fois par mois, il se produisait dans une boîte de nuit à San Francisco comme batteur. Alors les gens qui le voyaient, c'est pas un truc très important, batteur. Ils sont ajoutés parce que ce gars-là, c'était prix Nobel, fondateur de l'électrodynamique quantique. Alors Ilya Prigogine, lui, il jouait du piano. Sa mère disait qu'il a commencé à jouer du piano avant de savoir parler. Ilya Prigogine, c'est la théorie des phénomènes irréversibles. Il a eu tout ça, c'est prix Nobel. Hein. Levdin, que j'ai bien connu, lui aussi jouait du piano. Alors chez lui, il y avait un grand piano avec sous son piano une peau de tigre, je crois, une oreille. Et il a écrit des articles. C'est un grand quantochimiste. Il est très connu dans le monde de la quantochimie. Lui, il a écrit des articles en latin, s'il vous plaît, sur la théorie de la musique. Longuet Higgins, c'est le patron de mon ancien patron de thèse. Mon ancien patron de thèse, Roland Lefebvre, a fait son PhD en Angleterre chez Longuet Higgins. Ensuite, il est rentré en France, au CNRS, il a dirigé ma thèse. Donc j'ai une filiation spirituelle avec Longuet Higgins. Alors lui, c'était un grand quantochimiste qui a écrit un article sur la théorie des molécules, la théorie des symétries des molécules non rigides. Il n'a plus rien écrit après, mais ensuite il y a eu des dizaines de livres, d'articles là-dessus. Et après ça, il s'est retiré de la chimie quantique. Il en a eu marre, il est devenu chauffeur de taxi. Parce qu'il s'intéressait à la psychologie. Et quand le taxi lui disait « conduisez-moi à l'aéroport », il le conduit à la gare. Il voulait voir sa réaction. Lui, « ah oui, etc., je vais être en retard ». Il finissait par le conduire à l'aéroport, dans les temps. Et puis il notait sa réaction sur un papier. Voilà. Il s'est intéressé à la psychologie humaine. Et finalement, il est passé de là à la musique, à la théorie de la musique. Il s'est intéressé au fondement des sons, des hymnes nationaux. Qu'est-ce qui fait que tel peuple a tel hymne national, tel peuple a bon, voilà. Donc lui, il est passé carrément de la théorie quantique à la théorie de la musique. On en a plus entendu parler. Et lui, de Broglie, il a utilisé une analogie musicale pour expliquer la quantisation des orbites de Bohr à partir d'ondes de matière. C'est lui qui a découvert les ondes de matière et il a expliqué pourquoi les orbites de Bohr étaient quantifiées. C'est la fameuse dualité onde-corpuscule. Hein. Les ondes, c'est continu, les corpuscules, c'est discret, il fallait faire le lien entre les deux. Or, il y a un domaine de la physique qui remonte à Pythagore, où des ondes donnent des nombres, donc où le continu donne du discontinu, c'est les ondes stationnaires, hein, c'est l'acoustique. Et il s'est dit, puisque maintenant je sais, moi, qu'il y a des ondes de matière, autour des orbites, il va y avoir des ondes stationnaires, ça va créer une quantisation. N égale 1, N égale 2, N égale 1. Il a expliqué les orbites de Bohr de cette façon. Voilà. Alors j'étais un petit peu long, mais de toute façon, je ne vais pas dire des choses qui sont longues. Voilà. Alors des scientifiques et musiciens, voilà, là vous avez Fourier. Alors Fourier, lui, n'était pas... quand je ne vais pas parler finalement de l'essentiel, je prends du temps pour donner quelques anecdotes. Lui, c'était un physico-mathématicien, il n'était pas musicien, et il a été nommé préfet de Grenoble par Napoléon. Alors il n'était pas content parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est la recherche. Alors de temps en temps, il s'enfermait dans son bureau. Ah, j'ai rendez-vous avec monsieur le préfet. Monsieur le préfet est très occupé, il est en rendez-vous. Il n'était pas en rendez-vous, il était en train d'écrire son traité sur la chaleur. Voilà. Et en fait, c'est dans le traité de la chaleur qu'il introduit l'analyse de Fourier. Hein, comment dirais-je, les composantes de Fourier, les intégrales de Fourier, les séries de Fourier, etc. Alors c'était pour expliquer la théorie de la chaleur, mais ça s'est appliqué à l'acoustique et à la musique.
Et c'est grâce à l'analyse de Fourier qu'on explique maintenant l'harmonie. Pourquoi, en superposant deux sons, il y a harmonie, et deux autres sons, il n'y a pas harmonie. Voilà, c'est grâce à l'analyse de Fourier. Elle peut donner un exemple, peut-être. Non, on n'en a pas le temps. Voilà. Alors, Jean-Claude Risset, alors, beaucoup plus tard, Jean-Claude Risset, lui, a eu la médaille d'or du CNRS, parce que alors lui, s'est intéressé au rapport entre l'acoustique, la musique et la physiologie. Voilà. Alors, c'est l'un de ceux que je voulais inviter à Séoul, d'ailleurs, mais sa secrétaire s'est rendu compte que c'était sponsorisé par la secte. Moi, surtout pas, mais mon patron n'ira jamais à ce genre de truc. Voilà, pour tout vous dire, c'est une anecdote. Alors, Yanis Xenakis, bon, ça vous le connaissez. Ma femme l'a eu comme professeur à la Sorbonne. Ça ne l'est un peu plus du tout, hein, parce que lui, c'est la musique stochastique. Lui, il analyse mathématiquement la musique et il construit sur ordinateur de la musique à partir de règles établies par l'analyse des morceaux composés par des compositeurs. Voilà. Il a fait beaucoup de choses intéressantes. Hein. Il a construit une machine, je ne sais pas s'il a construit dans la réalité ou dans la théorie, qui arrive à scanner un tableau et à transformer le tableau en musique. Donc, il a réussi à transformer une image graphique en image, enfin picturale en image musicale. Voilà. Et bon, alors, ma femme, elle m'a dit, enfin bon, je pense que ça a dû quand même l'influencer, mais elle m'a dit, ben non, moi je pense sur mon intuition, sur mon sentiment. Alors, quelqu'un qui disait que la science n'a rien à voir dans la musique, c'est Claude Debussy qui disait, il faut débarrasser la musique de tout appareil scientifique, la musique doit humblement chercher à faire plaisir. Alors, vous voyez les extrêmes, hein, voilà. Bon. Alors maintenant, là, je ne vais pas vous présenter la table des matières, puisque je ne vais pas faire l'exposé tel que prévu. Hein. Il y avait, comme prévu, une introduction, je vais la faire. Son et musique, je vais le faire. Ensuite, la pyramide de la complexité, je vais en parler. Ensuite, la musique des particules élémentaires, la musique des atomes, des noyaux atomiques, la musique des éléments chimiques, les formes musicales dans les spectres moléculaires, les formes musicales dans les structures biomoléculaires, et la musique dans le monde vivant avec les rythmes biologiques, je ne vais pas en parler. Donc c'est ça qui prenait 3 quarts d'heure. Et puis je passerai directement à la fin, la musique dans le monde vivant et la musique des sphères, mais je ne sais même pas si je pourrais en parler parce que là il faut des trucs que je n'ai pas. Voilà. Donc je commence par l'introduction. Alors les relations, c'est en anglais mais je traduis, hein. Bon, sinon vous aurez pu le lire et j'aurais passé plus vite. Les relations entre la science et la musique et la philosophie remontent à des périodes reculées de l'histoire où elles faisaient partie de rituels magiques. L'instrument musical le plus ancien connu est une flûte néandertalienne de 45 000 ans, n'est-ce pas, découverte en Slovénie en 1995 et faite d'un os d'ours avec un seul trou. Mais, alors, les plus anciens instruments de musique qu'on peut encore jouer à plusieurs notes sont des petites flûtes faites d'os d'oiseaux, hein, avec des trous. Alors là, on voit qu'ils ont fait des essais, parce qu'il y a des flûtes à 5 trous, à 6 trous, ça c'est la gamme de Debussy, à 7 trous, c'est la gamme diatonique, à 8 trous, mais pas à 9 trous. Alors qu'à 9 trous, c'est une gamme qui pourrait être presque à la fois transposable et harmonique. Ils ont fait des essais. Voilà, et on les a découvertes dans un, comment dirais-je, un settlement, un site vieux de 9000 ans à Yahoo en Chine, en 1999. Alors ce morceau, l'une de ces flûtes à 7 trous a été tonalement analysée par le Brookhaven National Laboratory aux États-Unis, et voilà le morceau qu'ils en ont tiré. Alors ça c'est un morceau qui aurait pu être joué par cette flûte, Marie va vous le jouer au piano, mais alors tenez-vous bien parce que c'est de la musique qui remonte à 9000 ans avant notre ère. Alors là, je veux dire, c'est très émouvant de voir ce qu'ont pu jouer des Chinois, hein, il y a 11 000 ans, sur ces flûtes. Alors Marie, est-ce que tu peux jouer le morceau ? C'est très nostalgique, hein.
Alors, quand j'entends ça, moi je pense à Orphée qui veut émouvoir les démons, qui avaient emmené Eurydice aux enfers, et ça c'est pas en Grèce, c'est en Chine, 9000 ans avant les Grecs. Alors, mais la plus profonde relation entre la science et la musique réside dans l'existence de formes musicales aux différents niveaux de complexité. Je ne vais pas en parler, mais je vais quand même présenter l'idée générale. Tout dans la nature, des particules élémentaires aux amas de galaxies, des spectres moléculaires et atomiques aux structures cristallines et polymériques, des rythmes biologiques et géologiques, effets d'ondes, de vibrations, de périodicité, de résonance. De Platon à Kepler, on a parlé d'une harmonie des sphères. Au XIXe siècle, des minéralogistes allemands, Goldschmidt et Weiss, et au XXe siècle, des physiologistes russes, Samoïlov et Vernadsky, ont noté une similarité entre les échelles musicales et les symétries cristallines. Vous savez qu'il y a 7 groupes de symétries cristallines, je veux dire ordinaires, sans parler des quasi-cristaux, de même qu'il y a 7 notes dans la gamme diatonique. Ce qui montre qu'il y a aussi peut-être une harmonie des profondeurs. Et plus récemment, Joël Steinheimer, c'est encore un qui n'a pas voulu venir à Séoul parce que sa femme était japonaise, elle a dit comment, tu vas chez des Coréens qui vont te manipuler, t'utiliser, etc. Bon, bah, alors lui offrait tout, voyage ces jours, il n'a pas voulu. Voilà. Enfin bon, c'est un caractère lui aussi, mais il a quand même montré que les masses des particules élémentaires stables sont distribuées suivant une échelle tempérée. Bon, malheureusement, je ne peux pas montrer de photos. Voilà. Alors, donc, je passe ensuite, puisque je ne vais pas faire ça. Alors, les relations entre la science et la musique sont de plusieurs sortes. Premièrement, la physique et les mathématiques d'un côté, la physiologie et la neurologie de l'autre, permettent de comprendre la théorie de la musique. J'ai parlé de l'analyse de Fourier tout à l'heure. Les développements en série de Fourier des sons musicaux donnent le fondement pour comprendre ce qu'est l'harmonie. Et les rythmes biologiques également donnent le fondement pour comprendre ce que sont la mélodie, le rythme et le tempo. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Voilà. Deuxièmement, les développements techniques basés sur le progrès scientifique. Par exemple, la construction de l'orgue, ce n'est pas évident. Ou de l'accordéon, que Francis connaît bien, qui est une sorte de mini-orgue. Et plus tard, l'avènement de l'ordinateur peuvent avoir une influence sur l'évolution de la musique. Par exemple, dans le cas de la musique stochastique de Xenakis, qui n'aurait pas été possible sans ordinateur. Troisièmement, des changements culturels induits par le progrès scientifique peuvent établir le fondement de nouvelles tendances musicales. Par exemple, alors là c'est un musicologue grec qui l'a démontré dans sa thèse. Par exemple, la musique modale de la Grèce antique a un lien symbolique avec la cosmologie géocentrique de Ptolémée. Et la musique atonale de Schoenberg a un lien symbolique avec la cosmologie relativiste d'Einstein. Ça a été montré par Dolphis, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, ça va me revenir. Yorgos Koussanelos, dans sa thèse. Quatrièmement, tout ce que je dis, ce n'est pas des inspirations, des intuitions ou des fabulations. Hein. Tout ça, c'est des citations de travaux qui ont duré des années et parfois une vie. D'ailleurs, Koussanelos était avec nous à Séoul et c'est du travail qu'il a présenté que je me suis inspiré. Quatrièmement, des motifs scientifiques ou d'autres motifs culturels peuvent être la source d'inspiration de compositeurs de musique. Par exemple, la suite Planète de Holst, que vous connaissez peut-être, Holst a écrit une suite musicale qui s'appelle Les Planètes. Oui? Vous connaissez? D'accord. Voilà. Et Maria, qui est ici présente, a écrit, alors non, j'ai oublié, Rissé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu la médaille d'or du CNRS, a écrit également une compagnie qui s'appelle Électron-Positron. Voilà. Alors, je le disais, Maria a écrit une compagnie qui s'appelle L'impression de deux voyageurs de l'espace. Alors, on traverse les planètes, et alors, on va dans un trou noir. Et alors, la musique simule de façon extrêmement, je veux dire, évocatrice la plongée dans le trou noir. Alors, cinquièmement,
La transcription... Est-ce qu'on peut l'entendre? Elle l'a pas mis. Bon, c'est dommage, j'aurais dû y penser. Alors, cinquièmement... Non, mais je la ferai le temps de le moment venu. Alors, les impressions de voyageurs de l'espace, c'est pas n'importe quoi, ça a été présenté à une réunion de l'Académie européenne, ça a été joué par Maria, devant le roi et la reine de Belgique, avec beaucoup de monde, y compris Prigogine. Et là, on a été invité à faire une prestation musicale, et Maria, donc, a joué ses impressions de 2 voyageurs de l'espace, sur un piano, évidemment, de haute classe, et pas celui qu'on a chez nous. Donc, alors ensuite, cinquièmement, j'énumère, hein, la transcription musicale peut être utilisée pour améliorer l'apprentissage, la mémorisation et la reconnaissance de formes, de motifs scientifiques. J'en dirai quelques mots à la fin. Et de l'autre côté, la pratique de la musique peut aussi permettre de développer l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Il y a l'intelligence associative qui est définie par le QI, et l'intelligence émotionnelle définie par le QE. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, les personnes qui souffrent du syndrome d'Asperger, comme Dirac, et puis beaucoup de scientifiques d'ailleurs, peut-être Einstein d'ailleurs, donc c'est une sorte d'autisme, l'autisme affectif. Hein, ils ont il a un QI énorme, mais il a un QE très faible. Si ça vous intéresse, puisqu'on a le temps, je vais vous donner un test. Vous avez 2 cadres d'une société qui arrivent en retard à une réunion du conseil d'administration qui se fait au dernier étage, enfin au 8e étage, disons, de la société. Ils arrivent en retard, alors il faut qu'ils y soient, parce que c'est important. Alors il y a l'un des cadres qui est, comment dirais-je, qui est claustrophobe, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Et l'autre, bah, il n'a pas vu être en retard. Il dit, bon, bah écoute, on va prendre l'ascenseur. Bon. Alors il dit, mais je ferme les yeux, je te... Non. Alors là, c'est épouvantable pour lui, il est claustrophobe. Et alors, il y a 3 solutions. Ou bien, il le pousse dans l'ascenseur, il le force à venir avec lui, et ils arrivent à l'heure. Ou bien, il lui dit, écoute, tu montes en escalier, puis moi je prendrai l'ascenseur, j'arriverai, je dirai que tu arrives. Ou bien, on va prendre l'escalier ensemble, je t'accompagne, et puis on arrivera ensemble. Alors, quelle est la solution que vous adoptez? La dernière. La dernière. Ils montent ensemble l'escalier. La deuxième. La deuxième. Francis. Ça ne m'intéresse pas, c'est nul. Alors attends. C'est nul comme débat. Alors attends. Il prend des notes. Alors, mais alors un test. Alors, qui est-ce qui veut... Alors, oui, d'accord. Bon, en gros, celui qui a une intelligence émotionnelle faible pousse le gars en lui disant il faut être efficace, il faut arriver à temps, il ne faut pas être en retard. Et celui qui a une forte intelligence émotionnelle dit je fais cause commune avec toi et on monte ensemble. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a dit alors ça veut dire que Francis, qui a été major de Polytechnique, a beau avoir un QI beaucoup plus élevé certainement que Nadia, qui a choisi la 3e solution, une intelligence... Elle pose des questions idiotes. Un QE plus élevé. Enfin bon, voilà. C'est pour vous dire ce qu'est l'intelligence. Alors, ce gars... On a demandé quels sont les arguments. Francis, on n'a pas... Je suis en train de présenter des anecdotes parce qu'on a le temps. Ne faites pas perdre le peu de temps qu'on a. Bon. Alors, donc... alors, il y a un certain Ducamp, qui a écrit, Laurent Ducamp, qui a écrit des bouquins, des articles, sur l'utilisation... Mais alors, il n'a pas fait qu'écrire. Il a comment dirais-je, un cabinet où il soigne des gens atteints de défauts d'intelligence émotionnelle, des Asperger et compagnie, en leur faisant écouter certains morceaux de musique. Alors, beaucoup plus loin, les effets psychothérapiques de la musique sont bien connus. Le premier étant le cas de David soignant la mélancolie de Saül en lui jouant de la harpe. Voilà, ça c'est dans le livre des rois, ça date de 1000 ans avant notre ère. Et alors maintenant, il y a une association française de musicothérapie, dirigée par une certaine Edith Lecourt, qui a des réunions annuelles à la faculté de médecine, une association mondiale de musicothérapie qui se réunit à New York il y a une quinzaine d'années avec 3000 personnes. Voilà. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose de courant. Et j'en parlerai à la fin. Oui, alors, on peut soigner avec le son. Voilà, exactement, avec la musique. Alors pour Novalis, qui est un grand poète allemand, écoutez bien cette citation, « Chaque maladie est un problème musical. Et sa solution, et sa guérison est une solution musicale. » Voilà. Alors maintenant, bon, là malheureusement je ne veux pas pouvoir vous montrer des choses. C'est incroyable. Tu ne peux pas passer aussi vite sur une chose aussi importante. Comment?
C'est vraiment important ce que tu viens de dire là, c'est formidable. Non, mais là, je m'étends un petit peu là-dessus, puisque je vais faire l'impasse sur la grosse... il y a 3/4 d'heure que je vais sauter. Bon, alors quand je me permets d'arranger un peu la sauce pour le début. Sinon, moi je peux apporter des exemples très concrets à toute votre argumentation. D'accord, on verra après, parce que je vais en reparler à la fin. Alors maintenant, la deuxième partie, voilà, son et musique. Bon. Alors comme vous le savez, les sons musicaux sont faits d'ondes acoustiques. Et dans une onde acoustique, il y a 3 choses. Il y a la hauteur, enfin, dans un son musical, il y a 3 choses qui sont reliées à 3 propriétés des ondes acoustiques. La hauteur qui est reliée à la fréquence. Marie a pu juger un son grave et un son aigu. Un grave et un aigu. Voilà. Alors ça, le son aigu a une fréquence plus élevée que le son grave. C'est ce qu'on appelle la hauteur, en français le pitch en anglais. La longueur, la longueur, c'est la durée du son. Alors vous avez les blanches, qui comme vous le savez valent 2 noirs, sans faire de racisme, bon. Les noirs qui valent 2 croches, et ainsi de suite. Maria, tu nous joues une note longue et une note courte. La même note. Okay. Longue et courte. Ok, long. Courte. Voilà. Alors, et ensuite, alors la force, la force de ce qu'on appelle la force de la note, c'est l'intensité du son, qui est le carré de son amplitude. Hein. Voilà. Alors tu nous joues un son très fort et un son très faible. Voilà, fort, faible. Alors, quand on passe dans une partition du fort au faible, on appelle ça crescendo ou décrescendo. Voilà. Et quand on passe du rapide au lent, on dit accélérando ou décélérando. Voilà. Et il y a comment dirais-je, le ton, ce qu'on appelle le ton de l'instrument, c'est comment dirais, la distribution des harmoniques. Alors par exemple, le même do, Maria, le même do avec un piano, avec une flûte, avec l'orgue. Je vous montre le do. Joue do. Piano, flûte et orgue. C'est quoi ça, le piano? Piano? Oui. Flûte. Et l'orgue? Oui, l'orgue. Voilà, oui, c'est le même son, mais ça ne sonne pas pareil. Quand moi je parle, je fais ah, ça ne sonne pas pareil que quand Francis ou Nadia ou Christian parlent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes harmoniques dans notre voix. Alors maintenant, une onde, je disais que les sons musicaux sont des ondes acoustiques. Mais à l'intérieur d'un morceau de musique, il y a des ondes qui définissent un degré de complexité plus élevé. Ce n'est plus le son lui-même, c'est la distribution des sons. Il y a ce qu'on appelle une onde de hauteur. Une onde de hauteur, c'est une mélodie. Alors, tu nous joues une mélodie, Maria? Un truc mélodique. Une mélodie, un morceau de mélodie où il y a plus. C'est pas le même do. C'est un son de Noël allemand. Hein. Voilà, alors ça c'est une mélodie. Maintenant, alors c'est une onde de hauteur. Hein. Voilà. Maintenant, malheureusement, je ne peux pas montrer, parce que vous verriez ça tout de suite sur une partition. Oui, bon, on n'a pas la photo. Alors, le rythme, c'est une onde de longueur. Par exemple, un signal morse, pam, 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 pam. Un rythme SOS, pam, 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 pam. C'est une onde de longueur. Alors, tu nous joues une musique plutôt rythmique, Il n'y a pas de mélodie, là. Il y a très peu de mélodie. C'est du rythme. Et l'harmonie, c'est une combinaison de notes qu'on peut jouer ensemble, parce qu'il y a des notes qu'on peut jouer ensemble, des notes qu'on ne peut pas jouer ensemble. Hein? Voilà. Alors, quand on peut les jouer ensemble, parce que la théorie de Fourier montre qu'il y a harmonie, là, ça sonne harmonieux. Quand on ne peut pas les jouer ensemble, parce que ça crée des battements très proches, ça crée une disharmonie. Il y a même un intervalle très disharmonieux qu'on appelle le diable dans la musique, parce que, si vous le... Là, on joue ce genre d'intervalle dans les thrillers, les films d'horreur, Hitchcock, machin, là, vous dites, il va se passer quelque chose d'horrible. Voilà. C'est le diable dans la musique, ça s'appelle comme ça. C'est une quartz diminuée. Alors maintenant, tu nous joues quand même, Maria, un morceau plutôt où il y a plutôt beaucoup d'harmonie. Voilà. Voilà.
de l'harmonie parce qu'elle joue avec les quatre mains, avec les deux mains. Voilà. C'est un peu trop fort. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, Pythagore, il y a eu des échelles musicales avant, il y a eu les modes grecs, tout ça, bon, qui étaient en général à 5 notes. Alors, Pythagore a défini une échelle à 7 notes, qui fait la synthèse de tous les modes grecs, et qui permet d'ailleurs... Voilà. Alors, je dis tout à l'heure que sur les 6 modes grecs anciens qu'a synthétisé Pythagore, donc, on en a retenu que 4 dans le chant grégorien, dédoublés en ajoutant le si bémol. Mais dans la musique moderne, dans toute la musique moderne, dans toutes les symphonies, dans tout ce que vous voulez, il n'y a qu'un mode, je crois que c'est le mode de Do, hein, ça doit être le mode, je ne sais plus, c'est l'Isien ou bon. Mais c'est à partir de ce mode de Do, en rajoutant des dièses et des bémols, qu'on a construit toutes les gammes actuelles. Il y a 32 gammes actuelles, mais toutes les gammes actuelles sont toutes construites sur le mode de Do, hein, qui est l'un des 6 modes grecs. Alors que le chant grégorien, il a 4 modes qui deviennent 8 avec le si bémol. Alors tu joues une gamme ascendante et descendante, en Do majeur puis en Do mineur. Do majeur. Ça c'est Do majeur. Voilà. Alors maintenant Do mineur. Vous voyez, c'est plus nostalgique. Et ça s'explique. Parce qu'il y a davantage de demi-tons dans le Do mineur. Alors il y a d'autres gammes, les gammes chinoises, gitanes, la gamme de Debussy, est-ce qu'il t'en tu mets une gamme de Debussy, Maria? Gamme de Debussy, voilà. Comme ça. Pardon. Voilà, et une gamme chinoise, la gamme chinoise c'est... Voilà, la gamme chinoise. C'est uniquement les touches noires du piano. Maintenant la gamme chromatique à 12 tons, alors là il y a tous les 12 tons de Galilée. Alors donc j'ai dit que Pythagore a fabriqué la première gamme diatonique. Alors Zarlino, c'était un précurseur qui a fait une nouvelle gamme qui était un peu meilleure que celle de Pythagore pour faire la transposition. Et puis Galilée et Bach, enfin le père de l'astronome égal, ont construit la gamme tempérée, voilà, où le A, que les anglo-saxons disent le A. Les Français disent le La. Vous savez que les Anglo-Saxons disent A, B, C, D, etc. Les pays latins disent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors le A3, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs A, il y a A. Bon, ça sonne pareil, mais ce n'est pas la même fréquence. Mets-moi 3 La, Maria, 3 La différents. 3 La différents. Grave, moyen et aigu. C'est la même note? Voilà. Voilà. Alors le A, le troisième, celui qui est sur la clé du piano, c'est 440 Hz aux dernières nouvelles. Voilà. Bon, alors ça, je ne peux pas le présenter. C'est l'explication de la création des harmoniques en tapant sur une corde vibrante. Voilà. Alors tout ça, je ne peux pas le présenter. Ça, c'est une musique plutôt rythmique. Hein, voilà. Ça, c'est une musique plutôt mélodique. Alors vous voyez que la musique mélodique, c'est une onde de hauteur. Hein. Vous voyez, on voit les vagues, là, voilà. Et ça, c'est une musique plutôt harmonique. Alors, dans l'harmonie, bon, voilà, c'est la balade de Chopin. Voilà. On ne va pas regarder ça. Référence. Alors, la pyramide de la complexité, je vais quand même en parler parce que tout est basé là-dessus. Si l'on commence par les particules dites élémentaires, on ne sait jamais si elles sont vraiment élémentaires parce qu'on en trouve toujours de plus élémentaires. C'est quoi celui-là? Écoutez Jacques. Écoutez Jacques. Bon, le mieux c'est que je montre un organisme. Bon, enfin bon, si on commence par les particules les plus élémentaires, qui sont, on le sait maintenant, composées de 12 particules de base d'après le modèle standard, plus la 13e, hein, qui est le boson de Higgs. Donc, si on considère les particules dites élémentaires, ou plutôt celles qui constituent les quarks, les électrons et les neutrinos, elles s'associent pour former des nucléons et des électrons. Alors, l'électron, c'est une particule élémentaire. Les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, ne sont pas des particules élémentaires. Ils sont faits de l'assemblage de 3 quarks.
Alors, si vous mettez des nucléons ensemble, vous faites des noyaux. Si vous rajoutez des électrons, vous faites des atomes. Et il y a, dans la nature, 92 espèces d'atomes, avec des isotopes, évidemment. Là, je ne peux pas montrer la liste. C'est ce qu'on appelle le tableau périodique de Mendeleïev. Il y a aussi des atomes artificiels, hein, qui peuvent aller jusqu'à 137 d'ailleurs. Bon, parce qu'après, il y a une interdiction théorique. Alors, ces atomes constituent une sorte d'alphabet de 92 lettres qui constituent toute la matière connue sur la Terre. Voilà. Et en utilisant cet alphabet, on peut fabriquer des molécules qui sont des mots. Hein. Le mot table, c'est T-A-B-L-E. Il y a 26 lettres dans l'alphabet latin. Si j'en réunis... Là, on a enfin le... Ah, malheureusement, c'est trop tard. Alors allons-y, on va passer rapidement. Alors tout ça, j'ai montré. Tu restes une seconde sur chaque transparent. Alors vas-y, avance. Attends, je vais mettre en mode... Voilà, ok. Ah ben, bon, pendant que tu avances lentement pour que... Continue. Voilà. Alors donc, les atomes qui sont constitués donc de noyaux et d'électrons, les noyaux étant eux-mêmes constitués de protons et de neutrons, c'est-à-dire de quarks. Alors tu avances lentement, hein, voilà. Donc, ça forme des atomes. Les atomes, c'est des lettres. Hein. Par exemple, la molécule H2O, c'est HOH. Hein, HOH. Si je voulais prononcer HO, je dirais oh. Voilà, c'est un mot. Oh. Hein. Comment dirais-je, l'hydrure de... comment dirais-je, bon. Si je fais CAF, bon, c'est quoi CAF? Bon. Voilà. Non. Si je dis une meuf, on sait que c'est une femme en argot. Voilà. Alors, si M, c'est un métal, E, bon, ça n'existe pas, U, c'est l'uranium, et F, c'est le fluor. Oui, ce que je veux dire, c'est que les atomes constituent un alphabet de 92 lettres qui permettent de constituer une infinité de mots qui sont les molécules. Et ces mots, maintenant, on peut les mettre ensemble hein, pour avoir un alphabet d'ordre supérieur, c'est-à-dire des phrases, c'est-à-dire des macromolécules ou des assemblages. Alors ces macromolécules s'assemblent en cellules, qui sont les chapitres, en tissus, en organismes, qui sont les livres, en espèces et en écosystèmes, qui sont les bibliothèques. Voilà, si vous voulez une analogie. Alors, il y a un processus d'auto-organisation progressif, hein, tu peux aller de temps en temps, voilà, bon, je ne peux plus en parler maintenant, mais ça fait rien, avance jusqu'au moment, qui suit trois règles principales. Alors, ça c'est important. Premièrement, ça c'est nouveau, hein, je veux dire, c'est pas pris de Prigogine, c'est de moi, mais je me suis inspiré de beaucoup d'autres, évidemment. À chaque niveau de complexité, les forces qui avaient conduit les structures du niveau inférieur deviennent moins pertinentes et ce sont de nouvelles forces qui prennent le dessus. C'est-à-dire, au niveau le plus bas, c'est les forces les plus fortes. Par exemple, c'est l'interaction nucléaire forte pour assembler les quarks et les nucléons. Ensuite, ça sera l'interaction électromagnétique. Et ensuite, ça sera l'interaction gravitationnelle. Deuxièmement, plus le niveau de complexité est élevé, plus la force dirigeante est faible. C'est ainsi que les noyaux sont tenus ensemble par la force nucléaire forte, c'est-à-dire par un échange virtuel de gluons, c'est comme ça qu'on dit. Les atomes et les molécules par la force électromagnétique qui est plus faible, c'est ce qu'on appelle un échange virtuel de photons. Et les organismes vivants, qui sont des structures très complexes, communiquent en échangeant des signaux olfactifs, auditifs ou visuels qui agissent par l'information qu'ils contiennent et non par leur énergie. C'est le langage. Voilà. Lorsque je parle, je communique, mais sans échanger ni des gluons, ni des photons, mais des sons dont l'importance n'est pas dans l'intensité du son, évidemment il faut que je parle fort pour être entendu, mais dans le contenu informatique du son. Alors, troisièmement, à chaque niveau de complexité, une nouvelle variété de structures émerge, alors seul un petit nombre des structures qui avaient émergé au niveau inférieur sont retenues. Par exemple, de toutes les structures compliquées, hein, toutes les particules soi-disant élémentaires, il y en a des centaines qu'on découvre dans les accélérateurs, seuls les nucléons et les électrons sont retenus pour construire les atomes. Il y a une sorte de sélection naturelle qui se fait au fur et à mesure qu'on monte dans le degré de complexité.
Et seul un petit nombre d'atomes légers sont retenus pour construire les molécules organiques. Hydrogène, carbone, oxygène, azote, voilà, et un petit peu de phosphore et de soufre par-ci par-là. Hein? Seul un petit nombre d'aminoacides, une vingtaine, et de bases nucléotidiques, 4 ou 5, sont retenus pour construire les protéines et les acides nucléiques, alors qu'il y en a des quantités. Hein? Et seul un petit nombre de cellules sont retenues pour construire les organismes vivants. Hein? Les cellules, je crois qu'elles appellent le cariote. Bon. C'est une sorte de sélection naturelle au niveau de la matière, avant d'en arriver à la sélection naturelle au niveau vivant. Le degré de complexité le plus élevé atteint aujourd'hui met en jeu des organisations internationales utilisant la communication électronique, par email ou Internet, qui prolongent la lithosphère, c'est-à-dire la matière, et la biosphère, c'est-à-dire la vie, par ce que Terre de Chardin appelait la noosphère, la sphère de l'esprit. Alors moi je dis toujours que lorsque Google atteindra plusieurs milliards d'utilisateurs, il aura peut-être atteint un degré de conscience qui dépassera celui des utilisateurs. Voilà, bon, c'est une idée. Hein, parce que, bon, c'est une idée qui est évoquée dans, je ne sais pas si vous connaissez la gnose de Princeton. Hein. La gnose de Princeton, on pense que chaque cellule a son nom, a son identité, sa conscience, mais qu'elle n'est pas consciente de l'organisme auquel elle appartient. Pendant que moi je suis conscient de ma conscience, mais pas de celle des cellules qui me constituent. Sauf si je me blesse au genou, alors là, je me sens. Bon. Mais, donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Alors, selon certains, c'est exactement le même niveau d'intensité de conscience. Hein, selon Jean Charron, l'électron a une conscience identique à celle de l'homme. D'ailleurs, c'est l'électron qui porterait notre conscience. Selon Jean Charron. Selon Théodore de Chardin, il y a une conscience qui devient de plus en plus précise au fur et à mesure que le degré d'organisation s'élève. Ça suppose que la conscience est en nous et qu'elle n'est pas extérieure à nous, en fait. Voilà. La conscience est en nous. Enfin, il y aurait une conscience dans nos cellules et... Alors, ça, c'est un autre problème, je vais parler à la fin. C'est la question de savoir si notre cerveau, la conscience de notre cerveau, c'est quelque chose qui est constitué par la structure de nos comment dirais-je, de nos connexions neuronales, ou si ces connexions neuronales lui permettent seulement de capter quelque chose qui est extérieur, de même que le portable que je cite souvent n'a pas de conscience propre, mais une fois qu'il est accordé d'une certaine façon, il arrive à capter ce qui est l'extérieur. Alors ce que je montre ici, mais il faudrait éteindre la lumière, ça il faudrait quand même le voir, parce qu'on a eu la chance, c'est peut-être le seul diapo que je montrerai. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières pour qu'on puisse mieux voir? Bon, on ne peut pas. Bon, tant pis. Alors vous voyez, ça c'est la pyramide de la complexité. Je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. Non, il faudrait monter là-haut. Ah non, mais c'est pas grave, laisse tomber. On a perdu assez de temps. On voit très bien. Voilà. Alors, au bas de l'échelle, il y a ce que j'appelle le monde invisible immanent. Voilà. Alors ça, c'est pas de la science, c'est de la philosophie. On est dans un cercle philo-science. Pas encore de la science. Non, attends, non, il faut revenir. Il ne faut pas changer. Pourquoi ça changer? Non, il faut revenir en arrière. Voilà. Alors, au bas de l'échelle, il y a le monde invisible immanent, ce que, en physique moderne, on appelle le vacuum subquantique, ce que les hindous appellent le Brahman, à ne pas confondre avec Brahma, qui est l'une des 3 émanations du Brahman. Hein. Il y a Brahma, Vishnu et Krishna, qui sont 3 émanations du Brahman, qui est une entité impersonnelle. Ce que dans la Kabbale hébraïque, on appelle Ein Sof, ce qui veut dire sans limite, qui existe aussi chez les Grecs sous le nom de Apeiron. Je vais en parler. Voilà, donc ça c'est le monde invisible immanent. Alors ensuite, on passe au monde visible, les quarks, les électrons et les neutrinos, qui, avec le boson de Higgs, constituent les particules vraiment constitutives dans le modèle standard. Les quarks, alors ces 3 particules d'ailleurs, constituent les nucléons, c'est-à-dire protons et neutrons, qui constituent les noyaux, qui associés aux électrons donnent les atomes. Les atomes constituent un alphabet, qui constituent des mots qui sont les molécules. Alors maintenant, on va à droite. Les molécules donnent des agrégats qui sont des assemblages de molécules non liées, et les polymères sont des assemblages de molécules liées. Certains de ces polymères sont des biomolécules, essentiellement les acides nucléiques, ADN, ARN, et les protéines, qui s'assemblent sous forme, avec d'autres molécules, évidemment sous forme de cellules, qui s'assemblent sous forme d'organes. Le foie est un organe qui est composé de cellules du foie, pas de cellules du cerveau. S'il y a des cellules du cerveau qui débarquent ici, c'est une métastase. Bon, voilà. Les organes constituent des organismes. Mon organisme est constitué d'un organe, le cerveau, d'un organe, le foie, d'un organe, le cœur, c'est les organes.
Le sang constitue un organe liquide. Et les organismes s'assemblent en espèces. Nous constituons ici l'espèce humaine, pas nous, mais tous les autres qui sont sur Terre, l'espèce humaine, avec des variétés, des rats, des sous-espèces, tout ce que vous voulez. Et ces espèces arrivent à vivre ensemble, parfois, sous forme d'écosystèmes. La forêt amazonienne, c'est un écosystème où il y a des plantes, des insectes, des animaux, des crocodiles, des singes, des êtres humains qui arrivent, qui vivent en harmonie. Alors, évidemment, l'Homo sapiens, il a beaucoup perturbé les écosystèmes, mais ça, c'est une autre affaire, je vais peut-être en dire un mot à la fin. Alors, l'Homo sapiens, c'est, d'après la vision moderne, le sommet de l'évolution, et d'après la vision ancienne, c'est pas le sommet de l'évolution, mais c'est la mesure de toute chose. C'est Protagoras qui le dit. Alors, dans la Genèse, on dit que l'homme a été... Les plantes, les animaux, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, c'était les créations de Dieu, et l'homme est une créature de Dieu. C'est-à-dire, il est fait à l'image de Dieu. C'est un enfant de Dieu. C'est un fils de Dieu. L'homme, à l'origine, c'est un enfant de Dieu. Voilà, puisque Dieu lui donne du souffle. Donc, dans la Genèse, l'homme est à l'image de Dieu, et chez les philosophes présocratiques, notamment Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose visible et invisible, ce qu'il appelle le microcosme. Le terme microcosme ne vient pas de Protagoras, il vient d'Empédocle, qui était un médecin sicilien, de culture grecque. Alors bon, le microcosme qui est d'après ces anciennes idées, le reflet, l'image, la projection, l'hologramme, appelez ça comme vous voulez, du macrocosme, c'est-à-dire l'univers entier. L'homme, c'est une représentation en tout petit de l'univers. C'est une sorte de bout d'univers, d'hologramme de l'univers. Hein. Alors maintenant, passons à l'univers. Alors dans l'univers, on a les atomes légers qui s'associent en étoiles, où il y a la nucléosynthèse. Lorsqu'elles explosent, elles fabriquent des éléments lourds qui se réunissent en planètes, en comètes qui tournent autour des étoiles. Ces étoiles sont réunies sous forme de galaxies, d'amas de galaxies, et finalement on arrive à l'univers qui est le macrocosme. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers? Voilà. Eh bien, au-delà de l'univers, il y a ce que j'appelle le monde invisible transcendant. Alors, on peut parler d'univers parallèles aux nôtres, qui sont là, ici et maintenant, mais qu'on ne voit pas parce qu'ils nous sont invisibles. On peut aussi parler comment disait Platon, le démiurge, qui est là-haut, et qui utilise les idées venues d'en haut et la matière venue d'en bas pour fabriquer le monde. Ça, c'est le démiurge de Platon. Mais on peut dire qu'il y a autre chose, qu'il y a ce que Francis, qui n'est pas en train d'écouter, appelle un grand cosmos qui fonctionnerait et dont nous serions les terminaux. Alors, dans la Genèse, on dit que l'homme est l'image du Dieu créateur, et dans cette idée, nous serions les terminaux d'un superordinateur fonctionnant en base 137, qui serait le macrocosme dans lequel nous serions... De toute façon, c'est un univers transcendant, puisqu'on le voit pas, il nous dépasse. Donc, vous partez d'un univers invisible immanent, le vacuum subquantique, vous arrivez à un univers invisible. Il se manifeste par le rayonnement de tout. Transcendant. Alors, voilà. Alors tout ça, c'est la pyramide de la complexité. Alors pourquoi j'en ai parlé? Parce que ce que je voulais faire, je ne vais pas le faire. Alors on peut placer quand même les transparents. Bon, la suite. Je voudrais juste intervenir, parce que j'ai trouvé un truc qui ressemble dans ma pratique de l'anthropologie, où on parle des trois mondes. Le premier monde, c'est le monde invisible que vous décrivez ici, c'est le monde d'en bas. D'en bas, oui. Le monde donc... le monde intérieur ou d'en bas. Ensuite, il y a le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est la surface. La nature, tout ça. Nous sommes la surface. Et puis, il y a le monde d'en haut, le troisième monde. Donc, dans ce monde-là, c'est le monde des... c'est là où vivent les entités de type guide spirituel, etc. Et dans le monde d'en bas, c'est là où il y a, par exemple, les animaux de pouvoir, les animaux de... Non, mais là, c'est pas tout à fait ça. Le monde d'en bas, ici, c'est le monde intérieur, immanent. Le monde du milieu, c'est la surface dont on est fait. On est fait de la peau entre le monde immanent et le monde... Nous sommes la peau entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et le monde extérieur, mais ça ressemble, ça marche par trois, tout marche par trois. Oui, mais bon, c'est pas les animaux qui sont en bas, les animaux ils font partie de notre monde. Non, je parle des animaux totémiques, c'est pas pareil. Les esprits qui accompagnent les hommes, qui sont des anciens chamans qui, après leur mort, au lieu de continuer, sont redescendus pour aider les humains. D'accord. Non, mais c'était intéressant, mais je veux dire... Mais c'est pas de moi, hein, non, mais je sais, mais je veux dire, citer, hein, même si je veux faire l'impasse sur les trois quarts de l'exposé, il faut aller vite quand même. On y va. Alors le suivant, on passe, c'est les références. On passe. Bon, alors, pour les philosophes présocratiques, ça je voulais quand même en parler, il y a eu Thalès qui disait que tout procède de l'eau.
C'est le premier philosophe présocratique qui disait que tout procède de l'eau. C'est l'eau, c'est l'élément ultime, l'eau, c'est-à-dire le liquide, à partir duquel tout vient. Anaximandre, lui, disait que tout vient de l'apéron. L'apéron, ça veut dire sans limite. C'est l'équivalent de le Ein Sof de la Kabbale hébraïque. D'ailleurs, je pense que les kabbalistes sont beaucoup inspirés des philosophes grecs. C'est ce qui est sans limite. Pythagore, pour lui, alors chacun sait que tout procède des nombres. Hein. Alors Xénophane pensait que tout procède de la Terre. La Terre, ça veut dire le solide. Là, on dirait Anaximène de l'air, donc le gazeux. Héraclite du feu, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui du plasma. Parménide de l'éther. Alors l'éther, c'est un peu l'équivalent de ce que Spinoza appelait l'étendue. Hein. Pour Spinoza, Dieu a une infinité d'attributs dont seuls deux ne sont accessibles, la pensée et l'étendue. L'étendue, c'est l'éther, c'est pas la matière, c'est l'espace-temps, voilà. C'est le support de ce qu'on voilà, c'est l'éther, pour Parménide. Voilà. Alors pour Anaxagore, tout procède de l'intellect, alors c'est l'homme qui imagine tout ça, qui le crée. Ça rejoint un petit peu les idées de comment il s'appelle, comment dirais-je, Berkeley, hein. C'est le spiritualisme, presque l'immatérialisme. Comment? L'idéalisme, ça porte un nom. C'est pas l'autisme, c'est le solipsisme. Voilà, le solipsisme. Ce qui a été très étudié d'ailleurs par Sartre dans L'être et le néant, hein, si ça vous intéresse. Alors pour l'hindou, je l'ai dit, c'est le Brahman, qui est l'indéfini impersonnel, et pour la Kabbale, c'est l'Ein Sof, qui est aussi l'indéfini impersonnel. La suite. Alors maintenant, dans les Écritures, alors tout provient du Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout a été fait par lui, etc. etc. Voilà. Alors ce n'est ni la terre, ni l'air, ni l'eau, ni le feu, ni l'intellect, ni le nombre, c'est le Verbe. Alors le Verbe de Dieu, comment il procède? La suite. Alors toujours dans le Genèse, la suite. Voilà. Alors là, je cite encore, et l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus de la face des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, donc il y a l'idée de tournoiement. Voilà. Alors, bon, ça, c'est une image très rare qui a été prise. C'est deux cyclones fusionnant pour donner un cyclone unique. Voilà. Et pourquoi j'en parle? Alors, l'image suivante. C'est pas qui arrive des cyclones. Attends, l'image suivante, voilà. Parce que, d'après la théorie de De Broglie, le photon résulte de la fusion entre une particule et son antiparticule, entre un fermion et son antifermion. Voilà. Et là, c'est une théorie qui n'a pas été admise. Hein. Vous savez que De Broglie était un peu considéré un petit peu marginal, hein, par les gens du CNRS, mais par ce modèle, il a réussi à retrouver les équations de Maxwell. Voilà. Et d'ailleurs, on y revient aujourd'hui en chromodynamique quantique, mais pas pour les photons, pour les gluons. Voilà. Alors maintenant, pour la théorie quantique, alors ce n'est ni la Terre, ni l'eau, ni l'air, ni le feu, ni le Verbe de Dieu, c'est vibration, onde, fréquence, résonance. Voilà. La théorie quantique. Alors la suite, alors, c'est Planck qui le premier... Non, c'est toujours pas ce que c'est non plus. Comment? Oui, enfin, je veux dire, les ondes et tout ça, enfin, je veux dire, on ne sait pas d'où ça vient tout ça, enfin, on est quand même... On dit que c'est ça. Ah oui, non, mais alors justement, je vais dire d'où ça vient. Alors pour Planck, Planck était le premier à associer à toute énergie électromagnétique une fréquence, la fameuse relation de Planck. Et Einstein, dans sa fameuse relation, a associé à toute énergie, enfin à toute masse, une énergie. Donc puisque à une masse correspond une énergie, ça c'est Einstein, qu'à une énergie correspond une fréquence, c'est Planck, hein, vous faites le syllogisme, donc à une masse correspond une fréquence. Et ça c'est le suivant, De Broglie, qui a défini une longueur d'onde, avec la formule lambda de Broglie égale h sur LV, correspondant au mouvement externe de vitesse v. Mais auparavant, un an avant, Compton, qui lui n'était pas un théoricien mais un expérimentateur, avait introduit une autre longueur d'onde, la longueur d'onde Compton, où ce n'est pas mv, c'est m0c, la vitesse de la lumière. Et ça correspond au mouvement interne. Donc il y a deux mouvements d'électrons. Le mouvement qu'on voit, celui qu'on voit dans un faisceau qui frappe un écran, et le mouvement interne, qui est responsable. Alors voilà. Alors c'est Dirac qui a établi la première équation quantique et relativiste cohérente, à partir de laquelle il a expliqué le spin, il a prévu l'antimatière, et c'est Schrödinger qui a montré que il y a un battement entre une onde de matière et une onde d'antimatière,
hein, qui est responsable de ce qu'il appelait le critère de Weyung, dont le spin est le moment angulaire. Alors, il faut savoir que c'est du spin de l'électron que vient tout le magnétisme, hein, y compris le magnétisme du disque dur. Ça vient du spin de l'électron. Et le spin de l'électron résulte d'un battement au sens musical du terme entre une onde de matière et une onde d'antimatière. Donc la matière et l'antimatière sont présentes ici et maintenant. Voilà. Alors, c'est moi qui l'ai démontré. Voilà. Non, non, c'est de Broglie. T'as tout copié, 1931. D'accord, Bon. Alors, attends. Oui, on ne rien, il copie. D'accord, c'est toi aussi. D'accord. C'est moi qui ai démontré que l'antimatière est là. D'accord, d'accord. C'est de Broglie en 1932. Non, mais moi, il n'y a rien. Sinon, ça se saurait. Et toi en 2016. Et bien, il raconte des conneries. Bon, d'accord, peu importe. Bon, c'est chanceux. Allez, c'est Francis. Ça se saurait. Ok, c'est Francis. T'es d'accord, Eva? Ça se saurait si il avait démontré ça. Puisque c'est moi qui l'ai démontré, je l'ai rédigé. Il a voulu me le copier. Voilà, il est comme ça. Il ne veut rien, il copie les autres. La pause 1, c'est maintenant, c'est ça? C'est la pause 1. Attends, on revient en arrière parce que... T'as vu ça? Francis, alors ce que je voulais dire, c'est que cette idée que la dualité est omniprésente, qui est une vieille idée qu'on retrouve dans le taoïsme, par exemple, hein, le yin et le yang, à l'origine, c'était le versant lumineux et le versant obscur d'une montagne. Ensuite, ça a représenté le soleil et l'eau. Ensuite, ça a représenté le mâle et la femelle. Cette idée que tout est dual, et on retrouve ça partout, hein, oxydant, réducteur, acide, base, etc., est tellement, elle a son fondement, sa racine et sa base dans l'équation de Dirac, c'est-à-dire dans la dualité matière-antimatière. C'est pourquoi Niels Bohr a adopté comme emblème de sa famille ce symbole du yin et du yang. Alors, si vous lisez le Tao de la physique, c'est bien expliqué. Alors là, il y a une pause. Voilà. Alors ensuite, on passe à la pause. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Alors, ça, c'est un chercheur en chaise longue. C'est ce qu'on appelle appelait un chercheur en chaise longue quand on voulait diminuer les crédits de la recherche à une certaine époque. Et quand cet imbécile de Picasso, lorsqu'il a reçu De Gaulle lui a dit « Oh, je vois, mon brave, que vous aussi, vous êtes un chercheur. » Et ce con Picasso a sorti « En général, moi, je ne suis pas un chercheur, mais un trouveur. » Voilà. Et alors, lorsque il y a eu je me rappelle, il y avait des syndicats, des réunions, j'étais étudiant à l'époque, qui demandaient des crédits, tout ça. Une fois, De Gaulle est arrivé, et puis il a fait « La France a beaucoup de chercheurs, mais elle n'a pas assez de trouveurs. » Il a ressorti la connerie de Picasso. Voilà. Ça vient de Picasso, il faut connaître l'origine. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va passer rapidement sur la suite. Voilà. La musique des particules élémentaires, je ne vais pas en parler. La suite, j'en ai dit un mot. Je ne vais pas en parler. La suite, je ne vais pas en parler. Bon, regardez quand même, ça vous dit quelque chose. Hein. Voilà. Ça, c'est la création d'une particule oméga dans une chambre nulle. Alors, il faut y aller. Hein. Alors, ça, c'est la théorie de Steinheimer qui démontre que les masses de toutes les particules dites élémentaires, qui ne sont pas élémentaires, mais c'est celles qu'on observe, se répartissent suivant une gamme tempérée. Alors, on passe. Alors, bon, la musique des noyaux atomiques, on passe. La musique des noyaux atomiques. Oui, mais voilà. Alors, voilà. Alors, ça, normalement, Maria aurait dû jouer un morceau, mais on n'a pas le temps. On passe. Alors, si, on a le temps pour ça, quand même. Non, attends, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, attends, ça, c'est la musique des éléments chimiques. Alors, ça, c'est un tableau de Mendeleev un peu bizarre, mais que j'aime beaucoup. Parce qu'il paraît beaucoup plus cohérent que le fameux tableau comme ça. Voilà. C'est dû à Théodore Banffé. Voilà. Alors ensuite, on va continuer. Alors, bon, alors il faut un code hein, pour passer de données spectroscopiques ou structurelles, atomiques ou moléculaires à de la musique. Il faut un code. Bon, je vais en dire un mot tout à fait à la fin. Alors peut-être que Maria, tu pourrais nous jouer quand même ce morceau si tu l'as. Celui-là, oui. Voilà, tu peux le jouer là. Voilà. Parce que okay, Nadia, qui est la présidente, a envie de l'écouter. Il n'est pas beau. Mais il n'est pas beau, justement, c'est parce qu'il n'est pas beau qu'il faut l'écouter. Ok, écoutez bien, je ne suis pas. Voilà. Alors vous avez vu, c'est pas beau, effectivement. Pourquoi c'est pas beau? C'est des sciences. Parce que... Non, mais je veux dire, pourquoi c'est pas beau? Non, mais pourquoi c'est pas beau? Il faut savoir pourquoi. Parce que ça correspond à un ordre qui est très profond au fond de nous. Qui n'est pas... Et plus on va se rapprocher de notre ordre à nous, de notre degré de complexité, plus ça va être beau, plus ça va avoir du sens. Voilà, on continue. Voilà, alors bon, là je donne le code qui permet de passer des données. Alors, là, comme données, j'ai utilisé l'électroaffinité et le potentiel d'ionisation.
et également l'électronégativité et le machin chimique. Bon, enfin, bon, voilà. Alors attends, ça c'est intéressant, c'est la musique du calcium. Alors, est-ce que tu peux jouer alors ça c'est les énergies d'ionisation du calcium. Enfin, c'est pas vraiment, je simplifie. Hein. Voilà. Et là, à côté, c'est la dérivée de cette courbe. À gauche, alors vas-y, tu joues là. Ce qu'il y a au-dessus. Voilà, c'est pas très malin. Maintenant, si on prend la courbe de gauche, on prend la dérivée discrète, hein, c'est-à-dire, bon, c'est pas une dérivée au synchrone, c'est des différences finies. On obtient un autre morceau de musique qui est en bas. Vous allez voir que ça a plus de sens. Parce qu'on a accru l'information en prenant la dérivée. La dérivée accroît l'information. Elle introduit du bruit aussi, mais là, elle accroît l'information. Tu joues le morceau du bas, oui. Ça a plus de sens. Hein. Ça pourrait faire de la musique d'un film de Hitchcock. Enfin, bon. Non, d'accord. Ben voilà, la musique du calcium. Hein. Alors évidemment, tous les éléments. Alors maintenant, les formes moléculaires, les formes musicales des spectres moléculaires. Bon, je dis quand même un mot, on est dans un club de sciences. Vous savez que vous avez 4 types de spectres moléculaires. Les spectres électroniques, dont les fréquences, les longueurs d'onde et les énergies sont données. Les spectres vibrationnels, qui ont des fréquences d'un ordre de grandeur inférieur. Les spectres rotationnels, qui font intervenir les noyaux, qui ont 2 ordres de grandeur en dessous. Les spectres de résonance paramagnétique électronique, 3 ordres de grandeur en dessous. Et les spectres de résonance magnétique nucléaire, encore 3 ordres de grandeur en dessous. Alors, chaque niveau d'énergie donne des spectres, donc, qu'on peut mettre en musique avec un code approprié. Alors, la suivante. Alors, voilà le spectre photoélectronique du phosphoabenzène, c'est la molécule qui est montrée là-haut. Il y a une douzaine de raies qui ont chacune une position, qui est la fréquence, et une intensité, qui est la longueur. Alors, à partir de ça, Sidney Leach a construit un morceau de musique, le suivant. Le suivant. Voilà. Alors, ça, c'est le code. Bon, on passe sur le code, c'est compliqué. Voilà, alors, voilà, ça, c'est le morceau de musique là-haut. Alors, c'est les 12 notes là-haut. Voilà. Alors, en rajoutant de l'harmonie, alors le morceau du dessous qui est plus audible. Alors, l'idée de Leach, c'est, comme on fait souvent des calculs en utilisant des méthodes plus ou moins approchées. C'est paru dans un ouvrage, dans un journal sérieux, hein, le journal de spectroscopie photoélectronique, cet article. C'est le premier article de ce type. Son idée, c'était qu'on peut faire des calculs avec des méthodes différentes. Et on peut comparer au spectre. Alors, comparer comment? On peut comparer des tableaux de nombres, etc. Bon, Alors, on écoute la musique et instinctivement, on peut dire, tiens, ce modèle théorique concorde mieux musicalement avec le spectre expérimental. C'est pour aller plus vite. Voilà, c'est pour dégrossir. C'était l'idée de Leach. Alors, ensuite, la suivante. Alors, globalement, voilà comment ça marche. Alors, le système étudié, ça peut être un jeu de particules, un jeu de noyaux, un jeu d'atomes ou un monomère. Alors, il y a 2 types de propriétés. Les propriétés dites intensives, hein, par exemple la pression, dans la formule PV égale RT, la pression c'est une donnée intensive. Les données intensives utilisées, alors en musique c'est la hauteur qui donne l'onde de hauteur, c'est-à-dire la mélodie. Et la propriété extensive utilisée, en musique c'est la longueur, et l'onde de longueur c'est ce qu'on appelle le rythme. Alors, on n'a pas utilisé la force et la tonalité ici. Alors, suivant le système, alors par exemple, pour les particules, la propriété intensive, c'est l'énergie au repos, E égale mc2, E égale h nu, voilà, donc nu égale mc2 sur h. Et la propriété extensive, c'est la stabilité, avec l'action stable et l'action pas stable. Pour les noyaux, c'est l'incrément de masse, suivant les isotopes. Et la propriété extensive, c'est la multiplicité, ce qu'on appelle la multiplicité de spin. Il y a des noyaux de spin 1,5, 1, etc. Pour des atomes, c'est l'énergie spectrale et la valence. Hein. L'hydrogène a une valence 1, le carbone une valence 4, et ainsi de suite.
Et pour les molécules, alors là, la propriété intensive, c'est les positions des lignes spectrales, et la propriété extensive, c'est les intensités des lignes spectrales. Bon, la suite. Alors, les références, voilà. Ensuite, bon, alors, ça, c'est, bon, on va passer, parce que ça irait trop loin. Je veux quand même donner, alors, ce que je veux dire, c'est que c'est Hofstadter, dans son fameux bouquin Gödel et Scherbach, qui, le premier, a comparé la molécule d'ADN ou la molécule d'ARN qui permet de transposer le code génétique vers les mitochondries, vers les ribosomes, qui sont des établis où on fabrique les protéines à partir des acides aminés, qui a été le premier à dire on peut considérer qu'une molécule d'ADN, c'est un morceau de musique. C'est comme une bande magnétique qu'on fait passer dans un lecteur. Hein. Donc l'ADN, c'est analogiquement une bande magnétique, et le ribosome, c'est le lecteur de cette bande. Et chaque fois qu'il lit un morceau du code, il sélectionne un acide aminé pour en faire une protéine. Alors ça, c'est les 20 acides aminés dans lesquels sont faites les protéines. On passe. Alors ça, c'est le code qui permet de fabriquer de la musique à partir des acides aminés qui constituent les protéines. Ça, c'est du Steinheimer. On passe. Alors ça, c'est un morceau de musique composé par Steinheimer en associant. Alors c'est une enzyme qui est la cytochrome oxydase qui intervient dans le processus respiratoire. Voilà. Alors tu peux jouer ce morceau là. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est une enzyme. Les enzymes sont des protéines. En l'occurrence, la cytochrome oxydase qui intervient dans les processus respiratoires des mammifères. Voilà. Il est 8h30, Jean, parce que il est 8h30. Il est 8h30, donc non. On va peut-être conclure si tu veux bien. Voilà. Non, on va pouvoir discuter après. Non, mais je termine ce que j'ai commencé. Voilà. Je termine ce que j'ai commencé. Voilà. Alors maintenant, ça c'était les protéines. Attends, j'ai pour les protéines. Je reviens ou tu... Ah oui, tu reviens en arrière quand même. Voilà. Alors, ce que dit Steinheimer, pardon, non, maintenant, voilà, ici. Ce qu'il dit, c'est que l'écoute de la musique peut agir sur la synthèse des protéines au niveau cellulaire. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui prend de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion contre l'hypertension artérielle. Au lieu de prendre de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, il écoute une musique qui est l'enzyme de conversion codée et inversée, et qui, en principe, alors ce qu'il dit, attention, il ne faut pas écouter ça, parce que vous risquez d'avoir des problèmes respiratoires ou cardiaques. Voilà, bon, il fabule un peu, hein, voilà. Mais enfin, c'est pas bête. Alors, la suite. Alors, ça, c'est l'ADN en plat. Voilà, l'ADN en plat, l'ADN qui est une double hélice, mais là, je le représente en plat. L'ADN, c'est fait de 4 bases puriques et pyrimidiques sur l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine. Alors, on passe la suite. Alors, ça, c'est un morceau de musique fait par des Japonais, là, Ono et Jabara. Alors ça, c'est un morceau, ce qu'on appelle un oncogène. Voilà. C'est un morceau d'oncogène. Un oncogène, c'est un gène qui déclenche un cancer. Alors évidemment... Ne le déclenchons pas ce soir. Voilà. Alors Maria, il va vous donner un morceau d'oncogène. Attention. Fais attention là, hein. Écoutez pas. C'est pas laid. Mais attention, là, c'est la beauté du diable. D'ailleurs, l'un des Japonais est mort du cancer quelques années après. Bon, alors il faut s'arrêter. Hein. Voilà les références. Voilà, alors. Merci d'être venu. Au revoir. Merci d'être venu. Au revoir. C'est extraordinaire. Alors, le fils de Madame Rennes est un grand musicien. Et chef d'orchestre aussi. Il se produit partout dans le monde. Hein, voilà. Bon, alors, attends, on va voir ce qu'il y a après quand même. Alors ça, on passe. Alors là, c'est intéressant parce que ce que dit Steinheimer. Alors ici, si vous voyez, c'est une corrélation entre l'éradication du varon, qui est une sorte d'insecte qui se propageait chez les bovidés, en Angleterre et en France. Alors, à droite, vous avez les années écoulées
plus ou moins foncé, après l'éradication du varron, qui est un insecte qui esquintait la peau des bêtes. Bon, c'est pas joli pour les tanneurs. Et l'expansion de la maladie de la vache folle à gauche, oui, il y a une corrélation entre la suppression du varron, qui est un insecte, et la propagation de la maladie de la vache. On a perturbé l'équilibre écologique. Le varron, il faisait peut-être partie de l'équilibre écologique sans qu'on le chasse, sans qu'on le sache. Il emmerdait les tanneurs, mais il prévenait peut-être les bovins de la maladie de la vache folle. Ça, c'est une statistique. Et ce que dit Steinheimer, c'est que plutôt que de faire des OGM, des organismes génétiquement modifiés, c'est parce que c'est irréversible. Une fois qu'on a modifié le génome, c'est irréversible. Il vaut mieux faire écouter de la musique qui a le même effet que la modification du génome. La suite. Alors vous voyez ici, vous avez en haut à droite un plan de vigne, en bas à gauche un plan de tomates. Alors il y a des instruments qui diffusent de la musique qui est construite sur des enzymes qui permettent soit aux raisins, soit aux tomates, ce sont des enzymes différentes évidemment, de résister à certains insectes. Ça existe. Voilà. On pourrait accroître leur effet en faisant des manipulations génétiques, mais ça peut être dangereux. Au lieu de ça, à partir de ces enzymes, ils fabriquent une musique qui diffuse, et voilà. Alors en bas, vous voyez que les tomates, je ne sais plus si c'est les tomates ou les raisins, sont en abscisse, vous avez le degré d'éloignement des émetteurs de musique, et en ordonnée, le nombre de plants infectés par les insectes. Plus on est proche de la musique, plus les plants ont résisté aux insectes. C'est incroyable. Alors, par quelles oreilles les plantes écoutent-elles? Le premier qui a essayé de voir si les plantes étaient sensibles à la musique, c'est Darwin, qui a fait jouer du violon. Alors, il n'a pas eu d'effet. Par contre, il a découvert la raison pour laquelle les plantes s'orientent vers la lumière. Il a découvert beaucoup de choses. À part sa connerie de théorie de l'évolution, il a quand même découvert beaucoup de choses. Notamment le rôle des abeilles, des vers, etc. Alors, la suite, on va voir si ça vaut la peine. Alors, les sons d'oiseaux. Alors ça, c'est intéressant parce que les oiseaux, ça, c'est deux variétés différentes de la même espèce, le troglodyte blanc et le troglodyte rayé. Alors, lorsque le troglodyte blanc chante la musique de gauche, Maria, c'est une musique très rythmique. Voilà. La femelle la court, la femelle du troglodyte blanc, pas celle du troglodyte rayé. Elle, ça la botte pas, cette musique. Et la musique du troglodyte rayé à droite. Pour la sélection, la sélection par la musique. Voilà. Un Espagnol qui vous joue de la musique espagnole sous la fenêtre, ça dulciné, ça l'a fait flancher, peut-être, mais si ça joue ça sous la fenêtre du chinois, on a dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Voilà. La musique joue un rôle dans la sélection sexuelle, et ça c'est connu, c'est reconnu, c'est étudié, c'est confirmé. Alors, ça c'est un extrait d'une thèse de l'école vétérinaire de Toulouse. Bon alors, Messiaen a écrit, alors attends la suite Maria, Messiaen a écrit à droite, les oiseaux, non, on joue pas, on passe. Alors ça j'aime bien ça. Voilà. Le merle siffle, le rossignol gazouille, la grive babille, les tourneaux piaillent, la tourterelle gémit, le ramier roucoule, la perdrix cacabe, l'oie cacarde, le cygne, etc. Le pan criaille, la poule glousse, ça on sait. La cigogne, c'est ce qu'elle fait, elle claquette, la pie jacasse, ça on sait, etc. Voilà. Alors la chauve-souris, c'est pas un oiseau, c'est un mammifère volant, elle grince, le butor beugle, la grue craquette et la cigale, c'est un insecte rigolo. Ça prouve que chaque oiseau, insecte, etc., a sa musique spécifique qui lui permet éventuellement soit de s'exprimer, soit d'attirer les femelles. À la suite, dans la référence, on passe. Alors, bon, ça, je passe. Alors, est-ce que je... Oui, alors là, c'est intéressant. En haut, attends, Maria. En haut, vous avez un extrait du Printemps de Vivaldi. Et en bas, vous avez la transcription d'une enzyme qui entre dans le métabolisme des vertébrés. Alors, en haut, Allegro. Vous connaissez ça? Voilà. Et en bas, lactine. Bon. Alors, ça a été construit par Steinheimer en utilisant son code, en associant dans l'enzyme, c'est une suite d'acides aminés, chaque acide aminé a une autre, etc. Alors la suite, bon, je passe, bon, bon. Alors une deuxième pause. Alors là, vous avez Einstein qui joue du violon,
Feynman qui joue du tambour, et Prigogine qui est accoudé à son piano. Bon, ça je passe, parce que ça nous mènerait trop loin, je passe. Alors ce qui est important, c'est que les groupes, Léon Bourdelle a défini, associé aux 4 groupes sanguins, des tempéraments qui entrent dans beaucoup de choses, dans le comportement, les goûts, les aptitudes professionnelles, etc., et auxquels elle a donné des noms musicaux. Le groupe O, elle l'appelait mélodique, le groupe A c'est harmonique, le groupe B c'est rythmique, le groupe AB c'est composite. La suite. Alors la suite, voilà, ça je lui viens de le dire, la suite. Alors ça c'est, alors en haut vous avez des visages de personnes du groupe A, vous voyez, ils sont pensifs, réfléchis, voilà. Au milieu du groupe O, ils sont ouverts, expansifs, etc. Ensuite le groupe B, en bas le groupe AB. Vous voyez, c'est des expressions différentes, hein. C'est-à-dire que les groupes immunologiques ont beaucoup plus d'importance que l'appartenance raciale ou autre. Ensuite, la suite. Alors là, en haut à gauche, vous voyez des dessins d'enfants du groupe A, vous voyez, l'harmonie prévaut. Ensuite, en bas à gauche du groupe O, vous voyez, c'est la mélodie, c'est des courbes, c'est les machins. En haut à droite du groupe B, vous voyez que c'est les rythmes, les gerbes, les faisceaux. Alors en bas, c'est très compliqué, c'est le groupe AB. Voilà. Ensuite, alors là, c'est les aptitudes professionnelles, je passe. Bon, je passe. La musique-thérapie, c'est très important. J'en ai vaguement parlé. Vous avez tous vu le film Les choristes, parce que la musique permet d'établir des relations de sens entre un enfant et un adulte, ou entre des adultes de cultures différentes. Daniel Barenbaum a constitué un orchestre fait de Palestiniens et d'Israéliens, qui se tirent dessus en dehors de l'orchestre, mais qui, dans l'orchestre, jouent en harmonie, ils sont très contents, avant, pendant et après l'orchestre, quitte à se tirer dessus après. Évidemment, l'idéal, c'est qu'ils restent tout le temps dans l'esprit d'harmonie de l'orchestre. Et quant à Hugues Greiner, c'est un autre chef d'orchestre avec qui je chantais d'ailleurs, lui, il a fait jouer des Serbes, des Croates et des Serbes à Sarajevo en pleine guerre des Balkans. Il a réussi à réunir un orchestre composé de leur... C'était l'harmonie pendant... Je veux dire, il n'y avait pas de... C'était impeccable. Il fallait être en harmonie. Et puis ensuite, je ne sais pas ce qu'ils ont devenu, mais ils ont dû se tirer dessus. Voilà. Ça, alors c'est des choristes à grande échelle, ça. Hein. Vous avez vu le film des choristes. Voilà. Alors là, c'est le programme des journées de l'Association française de musicothérapie qui se sont tenues à la Faculté de médecine de Paris en décembre 1999. Voilà. Alors ça permet des tas de choses, vous pouvez dire. Et, alors les berceuses endorment-elles les bébés. L'utilisation différentielle du rythme et de la mélodie par des adolescents borderline. Voilà, exactement. Alors il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça. Bon, les choristes, c'est un exemple. Mais Edith Lecourt a fait des choses extraordinaires. Elle a montré des vidéos que j'ai vues. C'était à la réunion de l'Académie européenne à Bruxelles. Elle a montré une femme autiste, pas autiste, Alzheimer. Hein, alors on voit la vidéo, puis on lui joue des tas de morceaux. Puis brusquement, pour un morceau, que d'après sa fille qui n'a jamais écouté de sa vie, brusquement, elle sort de son Alzheimer, elle reconnaît sa fille, qu'est-ce que je fais ici, quand est-ce qu'on rentre, brusquement, comme ça, pour rien. On coupe la musique et puis elle retombe dans son état. C'est extraordinaire. Elle a également fait des expériences sur des enfants souffrant du syndrome d'Asperger, qui est le défaut de l'intelligence émotionnelle. Voilà, ça c'est des recherches. Hein. Alors la suite. Ils entendent bien les bébés. Ça. Alors là c'est extraordinaire. Alors vous connaissez tous le poème de Rimbaud, à noir, blanc et rouge, vert au bleu voyelle. Bon, voilà. Alors il y en a qui en ont fait des tableaux en remplaçant le A de P par du noir et le I de P par du rouge. Voilà. Alors ça c'est un tableau. P, D, Paty, Colalchini, etc. C'est un extrait du poème de Rimbaud. Alors, golf, d'ombre, tout ça. Alors, Maria peut nous jouer ça. Ça, c'est voilà. Ça, c'est le poème de Rimbaud mis en musique. D'abord mis en couleur et puis mis en musique. Voilà. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est très joli, mais ça sert à quelque chose. La suite. La suite. Alors là, c'est à l'université hébraïque. Ça va, Maria. C'est à l'université hébraïque de Jérusalem qu'un certain Amir Ramzi a mis au point un appareil qui permet aux aveugles de voir. Alors vous savez que le Christ a mis de la boue avec sa salive sur les yeux d'un aveugle, il va se laver à la fontaine de Siloé, il a vu. Là, c'est pas de la boue, c'est des lunettes spéciales équipées d'un microprocesseur relié
à des écouteurs, à un ordinateur et à une caméra. Voilà. Alors le système, c'est quoi? La caméra scanne à toute vitesse l'image que vous voyez, c'est des pommes, avec des pommes vertes et une pomme rouge. Et l'image est visualisée sous forme auditive, n'est-ce pas? Et bon, il y a un code là aussi. Et on dit à l'aveugle, prends la pomme rouge, il tend la main, il voit la pomme rouge. Alors c'est expérimental, le jour où ça sera, je veux dire, opérationnel, on pourra acheter ça chez Lissac ou à Grand Optical, et les aveugles n'auront plus besoin de canne blanche. Voilà. C'est extraordinaire quand même. Ça c'est le poème de Rimbaud. Hein, voilà. Donc, attends, on passe rapidement maintenant, très rapidement. Voilà, musique et société. Bon, alors Maria, la marche nuptiale. La marche nuptiale. Voilà. C'est la fin, hein. Marche nuptiale. La marche nuptiale de Mendelssohn. C'est la fin. Maintenant, attends, voilà, c'est bon. Mais tu demandais. Oui, c'est ça. Et maintenant, la marche funèbre de Chopin. Parce qu'on est en pas le temps, donc toujours. La marche funèbre de Chopin. Marche funèbre de Chopin. Ça, c'est le mariage. Alors, vous avez tous vu que c'était l'inverse. Comment vous l'avez vu? Parce que dans votre logiciel, hein, vous sentez que une musique ne peut pas être une marche funèbre et une autre ne peut pas être une marche nuptiale. Parce que vous le sentez instinctivement. C'est pas seulement culturel, oui. La Marseillaise, c'est un chant de guerre. On va pas chanter la Marseillaise pour un enterrement, vous voyez. Voilà. Et tout ça, alors ça va, Maria. Et tout ça, alors, ça va, Maria, c'est bon. Et tout ça, comment dirais-je, Steinheimer prétend l'expliquer en disant que ça agit au niveau cellulaire par la synthèse de certains enzymes ou d'autres enzymes. Voilà. Alors, la musique et la société, bon, alors, on sait que tous les grands dictateurs ont eu un compositeur attitré. Hitler a eu Wagner, Staline a eu Prokofiev, et même le monarque absolu Louis XIV a eu Lully. Hein. Et alors là, il y a deux citations qui montrent quand même l'importance de la musique. Alors, une de Confucius. Si l'on souhaite connaître si un royaume est bien gouverné, et si ses mœurs sont bonnes ou mauvaises, la qualité de sa musique nous donnera la réponse, hein, à méditer. C'est de Confucius. Vers la même époque, mais à des milliers de kilomètres de là, Platon disait « Laissez-moi faire les chants d'une nation, et peu m'importe qui en fera les lois. » D'où l'importance de la musique. Alors, et vous savez évidemment que les talibans ont interdit toute musique occidentale, et pour cause. Hein, bon. Alors, référence, bon, ensuite, la musique des sphères, bon, c'est dommage parce que, voilà. Alors, là, on n'a pas le temps, mais ce que vous voyez là-haut, c'est écrit la main même de Kepler. Voilà. Alors, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, c'est des petits morceaux, on ne va pas perdre de temps. C'est écrit la main même de Kepler, c'est lui qui a introduit le concept de musique des sphères à partir des idées de Platon. Alors, la suite, alors ça, c'est les fameuses lois de Titus Bode, de redistribution des planètes autour du Soleil. Ensuite, alors, ça c'est des battements cosmiques qui permettent à des satellites d'être à telle ou telle distance, par exemple des satellites de Jupiter. Alors là, bon, normalement il faudrait mettre une jolie musique, on n'a pas le temps. Le silence éternel de ces espaces infinis mais frais, c'est de Pascal, mais on sait aujourd'hui que l'espace n'est pas du tout silencieux, mais qu'il est plein de sons, de résonances, de gazouillements, de bruissements, etc. Alors la suite, une autre phrase. Alors ça, c'est la citation d'Henri Poincaré, qui figure sur la médaille du CNRS. La conscience n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Si vous recevez une médaille du CNRS, vous verrez écrit ça. Voilà. Et c'est cet éclair qui voilà. Quoi? Mais c'est cet éclair qui est tout. Alors là, on passe maintenant sur l'utilisation de la musique pour la reconnaissance de forme. On passe. C'est très faudrait. Bon, on passe. Alors là, le nombre pi. Attends, c'est important. Le nombre pi, le nombre e, le nombre phi, le nombre a, le fameux nombre 137, etc. Les relations en dessous sont dues à Francis Sanchez. Hein. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi la relation de l'air. Ensuite, on passe.
Ensuite, bon, alors d'état de relation, on passe. Alors là, il y a un type à moitié fou qui s'appelle Robert Gold qui a écrit Dieu est le nombre pi. Et alors, voilà. Hein, pourquoi le nombre pi? Eh bien, parce que, aussi bien dans la tradition chinoise que dans la tradition grecque, le carré figure la terre et le cercle figure le ciel. Donc, le nombre pi est magique en ce qu'il relate, donc il relie les deux mondes, le ciel et la terre, puisqu'il relie le ciel et le cercle et le carré, comme l'homme lui-même. L'homme lui-même est entre le ciel et la terre. Voilà. Alors là, c'est une mise en musique, c'est le dernier morceau, du nombre pi. Alors le nombre pi, on peut l'écrire en base 10, en base 2, en base tout ce qu'on veut. On n'a trouvé absolument aucun ordre avec tous les ordinateurs du monde, tous les logiciels du monde, dans la distribution des milliards de décimales du nombre pi. Mais en mettant le nombre pi sous forme de base, en base 7, pour avoir la base, la gamme diatonique, en mettant en attribuant une note à chaque chiffre, on obtient un morceau de musique. Alors remarquez que c'est plus joli que ce que vous avez écouté tout à l'heure. Pourquoi? Alors, attendez, c'est bon, c'est bon. Maria, c'est bon, Maria, voilà. C'est bon. Pourquoi? Alors la suite. Pourquoi? Parce que la suite, parce que le cerveau peut décoder par la partie droite, c'est-à-dire qui contrôle le côté gauche. Le cerveau qui fonctionne à la fois en mode analogique et digital. C'est un certain Karl Pribram, qui a eu le prix Nobel de médecine, qui l'a montré. Le cerveau arrive, par ce couplage analogique digital, à décoder un ordre sous-jacent sans que même les ordinateurs qui fonctionnent uniquement en mode digital n'arrivent pas à décoder. Le cerveau arrive à décoder un ordre, et cet ordre existe, on le sait, pourquoi? Parce qu'on a la fameuse relation de l'air, E puissance I pi égale moins 1. E puissance I pi égale moins 1. Il faut qu'il y ait un ordre, c'est pas possible que pi c'est des décimales et E des décimales au hasard. Il y a un ordre, mais on n'a pas réussi, en triturant toutes les décimales, les milliards, mais le cerveau arrive à décoder l'ordre par la musique. La musique permet au côté droit du cerveau de décoder l'ordre du nombre pi. Bon, alors là, je passe. Alors voilà, alors là, j'aurais quand même voulu jouer un morceau de musique, un vrai morceau de musique, qui est là-dessus. Parce que là, il faut quand même écouter un morceau de musique. Sinon, j'aurais travaillé pour rien. Alors, ça, c'est Sibelius. La suite. Alors, on peut sortir, hein, bon. On va pas jouer la suite, on n'a pas le temps. Donc, vous voulez dire que vous l'avez mis où Voilà, il faut retourner sur la clé. Sur la clé, et il faut jouer un morceau de musique. Alors voilà, un morceau de musique, mais j'aurais voulu le jouer en voyant les photos si c'est possible, hein, en voyant les photos des compositeurs, hein, parce que c'est. Alors l'idée, alors ça répond. Bon, pendant que tu trouves la clé. C'est sous. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, sur la clé, c'est la clé. Alors la clé, c'est. Ouais, c'est là. Ouais, alors la clé, c'est quoi? C'est. La musique, elle est où? La musique, c'est Dona nobis pacem. Voilà, voilà, c'est là. Alors, pourquoi je voulais qu'on voit en même temps les têtes des compositeurs? Parce que la question que posait Nadia tout à l'heure, c'est est-ce que ce sont les structures interneuronales du cerveau de ces compositeurs? Tu peux jouer la musique en même temps, ça gagne du temps. Est-ce que ce sont les structures neuronales? Il ne faut pas oublier qu'un cerveau humain comprend plus de 100 milliards de neurones qui correspondent à quelque chose comme 10 000 milliards d'interconnexions. Hein. Donc c'est énorme. C'est presque aussi complexe que l'univers entier. Voilà. Hein, si on considère que les interconnexions, c'est bon. Donc, la question est de savoir est-ce que ce sont ces interconnexions qui créent l'esprit, mais qui créent aussi les compositions. Hein, Mozart, il a sorti ça de sa tête, parce que son cerveau était fait comme ça. Hein. Même, je veux dire, dans l'espace intersidéral, il aurait composé un cerveau. Alors ça, c'est le final de la messe sensible de Jean-Sébastien Bach. C'est probablement le plus beau morceau de musique qui ait jamais été composé. Et je fais partie de cette chorale. Si vous avez une bonne oreille, vous comprendrez ma voix. Bon, ça y est, la messe est finie, tu vas envie d'aller. Non, pas encore.
n'arrête pas les églises, les machins, tout le temps. Silence, parce qu'on écoute de la musique. Pas des disques, c'est la musique. Voilà, alors attends. Et là, celle d'avant, celle d'avant. La musique, c'est un calcul inconscient. Là, il n'avait pas dit. Celle d'avant. Celle d'avant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est Verdi. Est-ce que ce morceau a pu être capté dans le monde invisible par le cerveau de Verdi parce qu'il était accordé pour capter ce morceau, ou est-ce que c'est le cerveau de Verdi qui l'a engendré lui-même dans sa propre vie? Ça, c'est une question. Quand on écoute cette musique, tout vibre en nous. Quand on écoute cette musique, tout vibre en nous. Tout vibre. Maintenant, je me tais, on écoute jusqu'à la fin. Oh non, non. On va peut-être éteindre et puis tu vas conclure, qu'est-ce que tu en penses? C'est ma conclusion. C'est ta conclusion. Mais ça n'appelle pas d'équilibre, c'est que la musique. Alors on éteint. C'est un calcul inconscient de l'art. Alors, les paris du calcul. On écoute la fin, s'il te plaît. Sinon, je remets le morceau de musique. Allez. on continue notre conversation à l'étage autour d'un bon repas. D'accord, d'accord. Oui, mais nous, maintenant, il est trop tard. Hein. Moi, mes conférences, ça dure 20 minutes. J'ai des 2 heures. Je cherche les Verdi, là. Je ne vois pas de Verdi. Vous cherchez quoi? Verdi, là. Ah ben voilà, Verdi, c'est lui. C'est lui qui a proposé ce morceau. Alors qu'il reste manger là ce soir. Il est trop tard. Les 2 heures, c'est pas trop tard. Tu baisses doucement. Vous avez fatigué. Non, comment s'appelle le morceau là? C'est le final de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. De Bach, c'est ça. Il copie tout le monde et puis après il empêche tout le monde. Tu réduis le son et après on arrête. J'espère que tu vas rester avec nous pour manger, Francis, on va partir. Il y a Vidal qui veut rentrer. On vient de rentrer? Ah, si elle veut rentrer, alors je ne vais pas la passer. Christian aussi, il en a marre. Tu ne peux pas rester manger? Il est lourd, il est lourd. Ok, voilà. C'est lourd. Non mais